Bonjour chers élèves, je me présente. Je suis Najat Elmous, enseignante des sciences de la vie et de la Terre. Dans le cadre de l'enseignement à distance, je vous propose cette vidéo comme participation aux séances d'appui et de soutien sous l'encadrement de l'Académie régionale de l'éducation et de la formation de la région de l'Oriental, délégation provinciale de Guernsif. Il s'agit de la matière des sciences de la vie et de la Terre, deuxième année baccalauréat, filière sciences physiques, et plus précisément l'unité 3 du programme annuel qui est l'utilisation des matières organiques et inorganiques. Alors dans l'unité 3, l'utilisation des matières organiques et inorganiques, on a vu 4 chapitres. Le chapitre 1, les ordures ménagères issues de l'utilisation des matières organiques. Le chapitre 2, pour les pollutions liées à la consommation des matières énergétiques et à l'utilisation des matières organiques et inorganiques dans les industries chimiques, alimentaires et minérales. Le chapitre 3, les matières radioactives et l'énergie nucléaire. Et finalement, le chapitre 4, contrôle de la qualité et de la salubrité des milieux naturels. Alors, dans cette vidéo, dans la première partie, je vais brièvement mettre l'accent sur les principales connaissances à acquérir. Et dans la deuxième partie, elle sera consacrée à la réalisation d'un exercice afin de se familiariser avec la méthodologie de l'exploitation des données à partir des documents. Commençons par le chapitre 1, les ordures ménagères issues de l'utilisation des matières organiques. Dans ce chapitre, on a deux composants, l'élimination des ordures et les techniques de leur traitement, et l'impact des ordures ménagères sur l'environnement, la santé et l'économie. Pour le premier composant, après avoir classifié les déchets ménagers en matières organiques et inorganiques, on a étudié les différentes techniques de traitement de ces déchets. Premièrement, on peut faire recours à la technique d'enfouissement, tout simplement. Donc l'enfouissement, c'est le fait d'enterrer les déchets au niveau des cuvettes appelées les décharges. Bien sûr, ça doit être des décharges bien contrôlées. On a aussi la technique du tri et de sélection. Par exemple, on va sélectionner les déchets selon leur nature, papier, acier, verre, plastique, etc. pour être recyclés. Finalement, on a vu les différentes techniques de traitement et de valorisation des déchets. On a pris l'exemple de l'incinération, c'est-à-dire le fait de brûler ou bien la combustion des déchets afin de nous donner de l'énergie électrique qu'on peut produire en exploitant l'énergie thermique. Bien sûr, on a la deuxième technique qui est la production du biogaz, c'est-à-dire les déchets seront exposés au processus de fermentation et les bactéries vont nous produire du biogaz, plusieurs gaz, essentiellement le méthane. La troisième technique, c'est le compostage, c'est-à-dire la production du compost qui est de l'humus, ou bien c'est de la matière organique qui résulte de la décomposition des déchets par le processus de la respiration. Voilà, de cette façon, on valorise les déchets. Dans le deuxième composant, l'impact des ordures ménagères sur l'environnement, la santé et l'économie, donc c'est très évident que les déchets provoquent la pollution des écosystèmes. Et cela aura des conséquences sur la santé. Il y a l'apparition de plusieurs maladies respiratoires, cutanées, des cancers, etc. Et finalement, vous avez vu l'impact soit négatif, soit positif des déchets sur l'économie. L'impact négatif est évident. Pour l'impact positif, il s'agit de la valorisation des déchets. Bien sûr, c'est très bénéfique pour notre économie. Le chapitre 2, les pollutions liées à la consommation des matières énergétiques et à l'utilisation des matières organiques et inorganiques dans les industries chimiques, alimentaires et minérales.
On a vu les polluants et le milieu pollué et leurs effets sur la santé, l'environnement et l'économie. Puis on a passé vers les alternatives et on a pris comme exemple les énergies renouvelables. Dans le premier composé, on a vu la pollution de l'air et tous les aspects qui ont une relation ou bien qui résultent de la pollution de l'air. Exemple, l'effet de serre qui est l'augmentation de la température du globe terrestre suite à l'emprisonnement des rayons infrarouges absorbés par les gaz à effet de serre. On a aussi les pluies acides qui résultent de l'accumulation des acides grâce ou bien à cause des réactions qui s'effectuent entre l'H2O et les gaz polluants tels que les oxydes d'azote et les oxydes de soufre. Le trou d'ozone ou bien l'amincissement de la couche d'ozone à cause de la réaction qui s'effectue entre le gaz O3 qui est l'ozone et l'élément du chlore. Le chlore qui provient des composés CFC, qui est un composant très polluant. Et finalement, on a étudié aussi ce qu'on appelle le smog, c'est-à-dire les différents fumées qui contiennent des particules fines en suspension, des particules de différentes tailles bien sûr, en plus des gaz polluants. On le trouve essentiellement dans l'air des grandes villes qui ont une activité industrielle très importante. Pour la pollution de l'eau aussi, on a vu les différents polluants et aussi des exemples comme le phénomène de trophisation. L'eutrophisation, on a une multiplication excessive des algues à la surface des milieux aquatiques, ce qui fait diminuer la transparence de l'eau et bien sûr, ça aura des conséquences très graves sur l'écosystème aquatique. Finalement, la pollution du sol, donc on a étudié aussi plusieurs exemples de polluants pour le sol. Pour les alternatives, on utilise les énergies renouvelables au lieu des énergies fossiles polluantes, puisque les énergies renouvelables sont moins polluantes et inépuisables, comme exemple l'énergie solaire, l'énergie éolienne, l'énergie hydraulique, l'énergie géothermique et finalement la production du biocarburant à partir des végétaux. Pour le chapitre 3, on a les matières radioactives et l'énergie nucléaire. On a deux composants, les éléments radioactifs, définition, propriétés et avantages. Ensuite, les dangers des déchets nucléaires et les alternatives. Pour le premier composant, comme vous avez déjà étudié en chimie, donc les définitions et les propriétés des éléments radioactifs, la désintégration atomique, décroissance radioactive, la demi-vie, et ainsi de suite. On a passé aux avantages et les applications des éléments radioactifs, comme exemple la datation absolue, la production de l'énergie électrique à partir de l'énergie nucléaire, c'est ce qui se passe au niveau des réacteurs nucléaires. Dans le domaine médical, la radiographie, la scintigraphie, la radiothérapie et aussi la désinfection. Pour les deux domaines agricoles et industriels, la désinfection des aliments, l'amélioration du rendement agricole, etc. Pour les dangers des déchets nucléaires, bien sûr, ils ont un impact sur l'environnement, la santé et aussi l'économie. Vous avez étudié la problématique des déchets nucléaires et finalement, vous pouvez vous exprimer et donner votre opinion vis-à-vis de l'utilisation de l'énergie nucléaire et suggérer des alternatives. Ici, il s'agit des énergies renouvelables qu'on a déjà évoquées. Le dernier chapitre, le contrôle de la qualité et de la salubrité des milieux naturels. On a étudié des critères de qualité des milieux naturels et finalement les mesures de préservation de la salubrité de ces milieux naturels. Les milieux naturels, bien sûr, on a l'eau, le sol et l'air. Pour l'eau, on a étudié quelques critères chimiques, physiques et biologiques pour évaluer la
évaluer la qualité des eaux, comme exemple le pH, la concentration du dioxygène, le critère du DBO5, la couleur de l'eau, la transparence, l'odeur et aussi l'indice biotique, c'est-à-dire la présence ou l'absence de quelques espèces des invertébrés. C'est ce qu'on a déjà vu dans l'indice biotique et ainsi de suite. Pour l'air, il y a plusieurs gaz et matières particulières, donc leur concentration nous donne une idée sur la qualité de l'air. Le sol aussi, on a étudié ce qu'on appelle l'indice biotique de la qualité des sols. Finalement, dans les mesures, vous pouvez proposer traitement des déchets et épuration des eaux usées, la lutte biologique comme alternative aux pesticides au lieu de la lutte chimique, le compost au lieu des engrais chimiques, c'est-à-dire l'utilisation des engrais organiques, et aussi les réserves écologiques pour préserver les équilibres naturels au niveau des écosystèmes et protéger les milieux et ainsi que les êtres vivants qui ont un risque d'extinction ou bien de disparition. On passe maintenant à la deuxième partie dans cette vidéo et je vous propose le sujet suivant que j'ai préparé en intégrant plusieurs sujets d'examen nationaux, modifiés bien sûr. Et comme consigne, je vous propose d'arrêter la lecture de la vidéo et vous devez comme première étape lire la totalité de l'exercice pour bien comprendre la problématique, souligner les mots-clés et les idées principales parce que vous en aurez besoin ultérieurement quand vous allez répondre aux questions. Alors, faites une pause pour la vidéo, puis commencez à répondre aux questions. Ensuite, comparez vos réponses avec les éléments de réponse que je vous propose dans cette vidéo. Commençons maintenant la discussion du sujet et la proposition des éléments de réponse. La mauvaise gestion des déchets constitue une cause principale de la pollution de l'environnement et de la détérioration de la santé des populations. L'Organisation mondiale de la santé évalue que 25% des maladies qui touchent l'homme résultent de la pollution et où les enfants sont les plus affectés et les symptômes n'apparaissent généralement que très tardivement. Afin de préciser la relation entre la pollution de l'environnement et la santé, on propose les données suivantes. Alors ici, vous avez la problématique, c'est quelle est la relation entre la pollution de l'environnement et la santé. Bien sûr, on va utiliser plusieurs données. Premièrement, un ensemble d'analyses ont été effectuées au niveau d'une rivière qui traverse un bidonville et qui reçoit une quantité considérable de déchets ménagers organiques. Donc, les habitants du bidonville rejettent leurs déchets dans la rivière. Les eaux de cette rivière sont utilisées par la population dans l'irrigation, l'abreuvement du bétail ainsi que d'autres activités ménagères. Donc ça, c'est très important. Donc vous avez un bidonville, vous avez des habitants, donc il y aura des déchets ménagers. Alors ces déchets seront rejetés au niveau d'un milieu aquatique qui est la rivière qui passe à côté de ce bidonville. Mais le plus important, c'est que l'eau de cette rivière est utilisée par la population dans l'irrigation, l'abreuvement du bétail, ainsi que les autres activités ménagères. Donc, vous devez souligner ces idées. La figure A du document 1 représente les résultats de ces analyses, alors que la figure B du même document représente les critères internationaux de la qualité des eaux. Prenons maintenant le document 1. Vous avez la figure A et aussi la figure B. Dans la figure A, vous avez plusieurs critères, le dioxygène dissous dans l'eau, le DBO5 et la transparence. La transparence, c'est quoi? Elle est exprimée par la profondeur atteinte par les rayons lumineux. Et dans la figure B du même document, vous avez un tableau qui contient des degrés variables de la qualité des eaux
selon les trois critères, toujours le dioxygène dissous, le DBO5 et la transparence. Je vous rappelle, le DBO5, c'est la demande biologique en dioxygène pendant 5 jours. Voilà, on va voir alors la première question, qu'est-ce qui est demandé? Alors pour la première question, en exploitant les données des figures du document 1, déterminez le degré de qualité des eaux de la rivière. Alors c'est une question très simple. Vous avez la figure A qui contient trois critères, le dioxygène dissous, le DBO5, c'est la demande biologique en dioxygène pendant 5 jours, c'est-à-dire ici il y a l'intervention des bactéries. Vous avez la transparence. Alors ici la transparence de l'eau est exprimée par la profondeur atteinte par les rayons lumineux. Dans la figure B, qu'est-ce que vous avez? Vous avez un tableau où on a la qualité des eaux depuis la qualité très mauvaise jusqu'à la qualité excellente en fonction ou bien selon les trois critères. Alors, comme vous voyez ici, vous avez plusieurs intervalles. Alors, il suffit de faire quoi? De lire les données que vous avez, les valeurs que vous avez pour chaque critère, et de les faire projeter et de les comparer avec les intervalles que vous avez dans la figure B. Commençons par le dioxygène. Vous avez la valeur 2,6 mg par litre. Si je reviens ici, je vois que cette valeur est comprise entre 1 et 3. Donc, on déduit que selon le critère du dioxygène, la qualité de l'eau est mauvaise. Je prends maintenant le DBO5, vous avez la valeur 13. Si je reviens ici, je trouve que c'est une valeur comprise entre 10 et 25 mg par litre. Je tombe toujours dans l'intervalle de la qualité mauvaise. Finalement, pour la transparence, vous avez 2 mètres. Elle est comprise entre 1 et 2,5. On déduit à partir des trois critères que notre échantillon de l'eau analysée à partir de la rivière est de mauvaise qualité. Donc, il ne suffit pas de dire ou bien de répondre de la façon brève, c'est-à-dire, je vais dire par exemple, il y a certains parmi vous qui vont répondre de cette façon. Alors, en exploitant les données de la figure, du document, je déduis que la qualité est mauvaise. C'est correct, mais ce n'est pas une réponse qui est suffisante. C'est-à-dire, vous devez toujours lire et analyser et décrire les données de ce que vous avez dans chaque figure pour chaque document et vous faites la liaison entre les deux documents si c'est demandé bien sûr. Ensuite, vous passez vers la déduction qui est la qualité mauvaise. Donc, je vous propose ces éléments de réponse. Donc, je commence tout d'abord par la lecture et l'analyse des documents, des figures. La concentration de l'oxygène dissous dans l'eau est 2,6 mg par litre, soit elle est comprise entre 1 et 3 mg par litre. La valeur du DBO5 est 13, elle est comprise entre 10 et 25. Et la transparence de l'eau est égale à 2 mètres, donc elle est comprise entre 1 et 2,5 mètres. Tous ces indicateurs montrent que les eaux de la rivière sont de mauvaise qualité. Pour la deuxième question, expliquez la relation entre les trois critères et le rejet des ordures organiques dans la rivière. Comme vous avez déjà lu dans l'introduction de l'exercice, les habitants du bidonville, ils rejettent leurs ordures ménagères au niveau de la rivière. Alors ici, on va expliquer la relation entre le rejet des ordures organiques dans la rivière et la variation des trois critères qui est le dioxygène dissous, le DBO5 et la transparence. Parce qu'on a déduit la qualité des eaux à partir de ces critères. Et qui a produit et qui a provoqué une mauvaise qualité des eaux, bien sûr, ça sera les polluants. Les polluants qui proviennent des ordures organiques rejetées dans la rivière. Donc, on va expliquer la relation entre le rejet de ces polluants et la variation des trois critères. Je vais commencer par le dioxygène, par exemple.
Je récapitule, on a déjà vu ça. Dans l'intervalle ou bien dans la ligne concernant le dioxygène dissous dans l'eau, comme vous voyez, au fur et à mesure de l'augmentation de la concentration du dioxygène, la qualité devient bonne et excellente. Par contre, au fur et à mesure de la diminution de ce critère, on remarque que la qualité devient mauvaise à très mauvaise. On déduit alors à partir de notre valeur, vous avez 2,6, que c'est une valeur qui est très faible. Donc, notre rivière se caractérise par un appauvrissement en dioxygène dissous. D'accord? Donc, on a une diminution du dioxygène. Autre chose. Pour la DbO5, comme vous voyez, au fur et à mesure de l'augmentation de la valeur du DbO5, la qualité devient très mauvaise. C'est le contraire pour le dioxygène dissous. Notre valeur, c'est 13. Elle est comprise entre 10 et 25, donc c'est une valeur très élevée. Donc, notre échantillon de l'eau dans la rivière se caractérise par un DbO5 qui est élevé. Troisièmement et finalement, pour la transparence, comme vous voyez, on a une transparence qui est égale à 2 mètres et c'est une valeur qui est faible. Quand la transparence diminue, la qualité aussi diminue, comme vous voyez ici dans le tableau de la figure B. Grosso modo, notre échantillon, vous avez un faible taux de dioxygène dissous, une faible transparence et un critère élevé, une valeur élevée de DbO5. Je propose les éléments de réponse suivants. Le rejet des ordures organiques aboutit à la diminution de la transparence. C'est évident, parce que l'accumulation des ordures de différentes tailles, solides, liquides et de différentes couleurs, etc., ça va diminuer la transparence. Ce qui bloque la pénétration des rayons lumineux vers les plantes qui vivent en profondeur, c'est-à-dire les plantes les plus profondes. Cela influence négativement sur le processus de la photosynthèse. La photosynthèse a besoin d'une énergie lumineuse. Puisqu'on a une diminution de la transparence, donc cela influence négativement sur les réactions photosynthétiques. Et comme vous savez, la photosynthèse, c'est un mécanisme qui nous permet d'avoir le dioxygène parce que les plantes absorbent le CO2 et dégagent le dioxygène. Si on a un impact négatif sur la photosynthèse, cela provoque la diminution du taux du dioxygène dans le milieu. Ça, au niveau des profondeurs. D'accord? Ça, d'une part, ça, c'est la première raison de la diminution du dioxygène. D'autre part, les bactéries aérobies consomment la matière organique en utilisant une grande quantité du dioxygène. Les bactéries aérobies, ce sont les bactéries qui décomposent la matière organique par le processus de respiration, c'est-à-dire elles nécessitent la présence du dioxygène. Alors ces bactéries, elles vont décomposer la matière organique qui se trouve dans l'eau, qui provient des déchets bien sûr, en utilisant une grande quantité du dioxygène. Cela va engendrer quoi? Cela va engendrer une diminution du taux de dioxygène et bien sûr cela explique le taux élevé du DbO5. Parce que le DbO5 c'est quoi? C'est la demande biologique en dioxygène pour décomposer la matière organique pendant 5 jours. La demande biologique, c'est-à-dire il y a ici l'intervention des bactéries pour décomposer la matière organique. De cette façon, on a bien expliqué la relation entre la diminution de la transparence, la diminution du taux de dioxygène et l'augmentation de la valeur du DbO5 à cause de quoi? À cause du rejet des ordures organiques dans la rivière. On continue. Parmi les effets négatifs de la diminution de la transparence des eaux, les bactéries anaérobies, c'est-à-dire celles qui utilisent la voie de fermentation pour décomposer la matière organique, vivant dans l'eau, produisent un gaz toxique appelé H2S, qui tue un nombre considérable des êtres vivants aquatiques. Le document 2 représente l'évolution de la concentration du gaz H2S suivant la profondeur des eaux de la rivière à proximité
de la station de rejet des déchets. Je parle ici de la station de rejet des déchets au niveau de la rivière. Alors, vous avez le document. Je vais voir maintenant la question. En exploitant les données du document 2 et les données précédentes, expliquez la diminution de la biodiversité, c'est-à-dire la mort des êtres vivants dans les eaux de la rivière. Maintenant, on va passer vers l'aspect, bien le phénomène et le problème qui résulte de la pollution des eaux de la rivière, c'est la diminution de la biodiversité, c'est-à-dire la diminution du nombre des espèces animales et végétales dans la rivière. Donc, c'est un problème écologique. Je vais chercher les causes de cette diminution de la biodiversité, bien sûr en exploitant les données précédentes qu'on a déjà vues et aussi les données du document 2. Donc, on commence par l'analyse du document 2, puisque c'est demandé d'exploiter ces données. Donc, vous avez ici une courbe qui représente la variation de la concentration du gaz H2S en milligrammes par litre en fonction de la profondeur de l'eau. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que dans les profondeurs qui sont inférieures à 20 mètres, vous avez une valeur presque nulle de la concentration de ce gaz. Et à partir de la profondeur 20 mètres, on note une augmentation progressive, mais qui est rapide et graduelle de la concentration de ce gaz et qui peut aller jusqu'à 1,6 mg par litre à une profondeur de 30 mètres. Voilà, c'est ce qu'on peut dire à propos de l'analyse du document 2. Donc, il y a une augmentation de la concentration de ce gaz dans les eaux profondes. Et plus la profondeur augmente, plus on aura plus de ce gaz. Comme élément de réponse proposé, le document 2, la concentration du gaz H2S est presque nulle dans une profondeur inférieure à 20 mètres. Ensuite, elle augmente au-delà de 20 mètres jusqu'à atteindre 1,6 mg par litre à 30 mètres de profondeur. Maintenant, je vais passer à l'utilisation des données précédentes. La diminution de la transparence des eaux, c'est ce qu'on a déjà dit, diminue le taux du dioxygène en profondeur. Vous vous rappelez quand on a parlé de la transparence, photosynthèse, etc. Donc, en profondeur, il y aura un appauvrissement en dioxygène. Donc, la mort des êtres vivants par asphyxie. Puisqu'on n'a plus du dioxygène, donc les êtres vivants qui respirent, la majorité des êtres vivants respirent bien sûr, donc ils ne vont pas trouver une quantité suffisante de dioxygène, donc ils vont mourir par asphyxie. Alors ça, c'est la première raison de la diminution du nombre des êtres vivants. On continue. De ce fait, les bactéries anaérobies se multiplient par fermentation. Puisqu'on n'a pas du dioxygène, il y a des êtres vivants qui peuvent vivre sans dioxygène, parmi lesquels on a les bactéries anaérobies. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dégrader leur nourriture, c'est-à-dire la matière organique, par un autre processus qui est la fermentation, en dégradant la matière organique, tout en libérant le gaz toxique H2S. Donc, la libération de ce gaz, il résulte du processus de la fermentation, avec l'augmentation de sa concentration, bien sûr, au fur et à mesure de l'augmentation de la profondeur. Donc, d'où provient cette matière organique qui va être digérée et décomposée par les bactéries anaérobies? Bien sûr, ça provient des déchets et aussi des cadavres et des résidus ou bien des restes des végétaux qui vont mourir à cause du manque du dioxygène, comme on a déjà mentionné. Cela conduit, donc ça c'est la deuxième raison, donc il y aura intoxication par l'H2S. La deuxième raison de la mort des êtres vivants. Cela conduit à la mort des êtres vivants aquatiques et ainsi la dégradation de la biodiversité. D'accord? Donc, de cette façon, on a expliqué la problématique de la diminution de la biodiversité en utilisant les données du document 2 et aussi les données précédentes. Voilà. La deuxième partie de l'exercice, elle va traiter
une autre problématique. Alors, les autres déchets organiques solides, les déchets organiques solides, bien sûr, les déchets ménagers, sont jetés et rejetés sans traitement dans une décharge non contrôlée où elles seront brûlées par la suite. Donc, à côté du bidonville, vous avez une décharge non contrôlée qui reçoit quotidiennement et toujours des déchets sans traitement préalable. Alors, les documents 3 et 4 représentent les résultats de mesure des concentrations de quelques métaux lourds dans le sol de la décharge et le sol du quartier avoisinant, c'est-à-dire le bidonville, ainsi que les taux de quelques gaz et les particules en suspension dans l'air. Alors que le document 5 représente les données en relation avec l'état de santé d'un échantillon d'enfants de la population étudiée âgée de 2 ans à 18 ans. Donc, comme vous voyez ici, vous devez donc souligner les idées. Parmi ces idées, on a une décharge non contrôlée, les déchets sont brûlés, vous avez aussi la concentration des métaux lourds, et vous avez les gaz, les particules en suspension et finalement vous avez l'état de santé. Donc on va bien sûr ici expliquer la relation entre l'état de santé des habitants, et essentiellement les enfants. Si vous vous souvenez, on a déjà parlé de ce problème dans la première partie de l'exercice. Voilà. Après avoir souligné les idées et les mots-clés, on va passer vers les questions. Je vais prendre tout d'abord les documents. Le document 3, qu'est-ce que vous avez? Vous avez les métaux lourds, mercure, le plomb, le cadmium. Et on a la concentration de ces métaux dans le sol de la décharge en ppm, partie par million. Et la concentration des métaux dans le sol du bidonville au voisinage, donc au niveau de la décharge, au niveau du quartier où on a les habitants. Et bien sûr, on a les normes de référence, le document 4, vous avez les gaz, SO2, NO2, les particules en suspension, PM10, c'est-à-dire les matières particulières de dimension 10. Donc, vous avez déjà étudié qu'il y a plusieurs types de particules selon leur taille, mais ce sont des particules très très fines qui sont en suspension dans l'air. Vous avez la concentration dans l'air près de la décharge en microgrammes par mètre cube et vous avez la concentration dans l'air du bidonville, c'est-à-dire du quartier avoisinant, et les normes bien sûr en microgrammes par mètre cube. Pour le document 5, vous avez des informations concernant l'état de santé. Vous avez les types d'infections, de maladies, des maladies cutanées, respiratoires, digestives, intestinales et les infections des yeux. Vous avez le nombre des enfants atteints et le pourcentage suivant le type des maladies. Et vous avez la concentration des métaux lourds qui dépasse la valeur minimale de la concentration sanguine déclenchant l'apparition de ces maladies. Parce que la présence des métaux lourds au niveau des tissus, au niveau des cellules, leur accumulation avec le temps vont provoquer l'apparition des maladies. Alors si vous avez une quantité ou bien une concentration très très faible dans votre corps, donc il n'y aura pas de problème. Mais si cette quantité ou bien la concentration dépasse un certain seuil, alors là, ici, il y aura des conséquences très graves sur la santé. La question, en exploitant les documents 3, 4 et 5, ainsi que les données de l'exercice, donc c'est comme une question qui est synthétique, expliquez l'augmentation du taux des maladies chez la population étudiée. Pourquoi on a cette augmentation et cette variété de maladies chez les enfants en exploitant les données de l'exercice d'une façon générale et aussi les documents 3, 4 et 5. Comme vous le savez, on commence toujours par l'analyse des documents, chacun à part. Pour le document 3, comme vous voyez, vous avez les valeurs de concentration
pour chaque type de métaux lourds et vous avez les normes. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que les concentrations au niveau du sol de la décharge dépassent largement les concentrations au niveau du sol du quartier. Par exemple, le mercure, vous avez 46,7 ppm. Au niveau du quartier, vous avez 18,6. Pour le plomb, vous avez 13 500 et dans le sol du quartier avoisinant, 264 et ainsi de suite. Alors, si on compare ces valeurs soit au niveau de la décharge, soit au niveau du quartier ou bien du bidonville, et on les compare avec les normes de référence, on remarque une grande différence. D'accord? Alors, on déduit que les sols, soit de la décharge ou bien du quartier, sont très pollués en métaux lourds. D'où proviennent ces métaux lourds? Bien sûr, de la décharge. Donc, il y aura l'infiltration de ces éléments vers le sol et bien sûr, ça provient des déchets. Comme élément de réponse, on remarque que les concentrations de métaux lourds du sol de la décharge excèdent largement celles du sol du quartier avoisinant, mais dépassent toujours les normes de référence. Pour le document 4, vous avez les gaz et aussi les particules en suspension. Si on compare les valeurs dans l'air près de la décharge et aussi dans l'air du quartier avoisinant, on remarque toujours que l'air de la décharge est très pollué et très concentré en gaz, SO2, NO2 et aussi en matière particulière par rapport à l'air du quartier. Mais ça reste toujours que ces valeurs excèdent les normes de référence, soit pour les gaz, soit pour les particules en suspension. On déduit bien sûr que l'air est très pollué, soit au voisinage de la décharge, soit au niveau du quartier. Donc, c'est un vrai problème. D'où provient, à votre avis, ces polluants? Ça peut provenir de la combustion des déchets, parce qu'on a déjà mentionné que les déchets sont brûlés d'une façon continue par les habitants. Comme suggestion d'éléments de réponse, les concentrations des gaz et des particules en suspension dans l'air de la décharge sont plus élevées par rapport à l'air du quartier avoisinant et qui dépassent les normes de référence. Pour le document 5, vous avez plusieurs types de maladies, cutanées, respiratoires, digestives, intestinales, infections des yeux et ainsi de suite. Mais si vous remarquez bien, la majorité des maladies affectent le système ou bien l'appareil respiratoire. On a 51% des enfants sont atteints par des infections ou bien des maladies respiratoires. Ensuite, des maladies digestives et intestinales. Et ensuite des maladies cutanées, puis finalement les infections des yeux. Et on a remarqué que la concentration des métaux lourds dépasse largement le seuil ou bien la valeur minimale de la concentration sanguine, c'est-à-dire dans le sang, qui déclenche l'apparition de ces maladies. Les éléments de réponse pour cette figure, ou bien pour ce document, les enfants souffrent de plusieurs maladies, principalement les maladies respiratoires, puis les maladies gastriques, intestinales, digestives et les maladies cutanées, puis les infections des yeux. On note aussi que la concentration des métaux lourds dépasse le seuil de la concentration sanguine, déclenchant l'apparition des maladies. On revient vers notre question 4. Donc, en exploitant les documents ainsi que les données de l'exercice, expliquez l'augmentation du taux des maladies chez la population étudiée. Après avoir analysé les documents, on va maintenant relier les différentes informations pour donner une explication. Alors, pour les éléments de réponse, j'ai réécrit l'analyse ou bien la réponse de l'analyse des documents 3, 4 et 5. Vous allez suivre maintenant la suite, ce qui est écrit en gras. Alors, comme proposition, je vais dire l'augmentation du taux d'atteinte par les différentes maladies est expliquée par l'exposition des habitants du quartier à divers types de polluants. Il s'agit entre autres des métaux lourds qui s'accumulent dans le sol en provenance de la décharge,
Donc voilà la première source. En plus des gaz et des particules en suspension issus des déchets brûlés, c'est la deuxième source. Sans oublier, il ne faut jamais oublier les données précédentes de l'exercice, sans oublier les substances toxiques qui s'accumulent au niveau des tissus cellulaires et qui proviennent de l'eau de la rivière polluée puisqu'elle est utilisée dans les différentes activités agricoles et ménagères, ce qui est à l'origine des différentes maladies. Si vous vous souvenez, on a dit que les eaux de la rivière sont très polluées, de qualité mauvaise, et les habitants utilisent ces eaux pour l'irrigation et l'abreuvement du bétail, c'est-à-dire dans le domaine agricole et dans les différentes activités ménagères dans la maison. Donc, puisqu'on utilise ces eaux qui sont de mauvaise qualité, les éléments toxiques vont être transférés vers le corps et s'accumulent au niveau des tissus cellulaires, ce qui va provoquer tardivement de graves maladies. La cinquième et la dernière question. Proposer 2 mesures convenables pour éviter l'apparition des maladies chez les enfants du quartier. Vous pouvez suggérer plusieurs mesures, parmi lesquelles je cite des exemples. Traitement des déchets avant de les enfouir dans les décharges et éviter leur combustion. C'est-à-dire traitement des déchets, par exemple, les habitants peuvent utiliser les déchets et appliquer la technique de compostage, pourquoi pas. L'interdiction aux enfants de jouer ou de s'approcher de la décharge, puisque les enfants sont les plus atteints. Contrôler la décharge et sa bonne gestion suivant les critères internationaux. Traitement du lixivia de la décharge afin d'éviter l'infiltration des métaux lourds vers le sol. Vous connaissez déjà le lixivia, c'est le liquide qui s'infiltre à travers les déchets et qui est riche en éléments polluants. Traitement de l'eau de la rivière avant utilisation, au moins, et éviter le rejet des déchets, bien sûr, dans la rivière. Vous pouvez proposer d'autres idées. Voilà, on est arrivé à la fin de notre sujet, de notre exercice. Finalement, je vous remercie infiniment de votre attention et je vous souhaite une très bonne chance aux examens et à la prochaine. Merci beaucoup.